En réalité, c'est que c'est pas la full planche que ce personnage de mon exemple a vu, qui a eu un effet sur lui. C'est pas la full planche, c'est la maîtrise dans la full planche. Les figures en fait qui sont fabriquées dans la laideur, à la fin cette laideur en fait, elle est présente en elle. Juste avec les réseaux, on arrive à voir un peu leur caractère, s'ils ont l'air plutôt calmes, s'ils ont l'air plutôt agressifs. Ça se perçoit un peu à travers les mouvements qu'ils font. L'aura, c'est aussi ce leurre en fait qui fait passer les gens à l'action en ne montrant pas ce qu'elle est, mais en voulant se faire atteindre. Est-ce que tu penses que la personnalité d'un athlète va lui permettre d'apprendre plus facilement un mouvement? Moi, je suis jamais dans un état de paix intérieure quand je pratique le One Arm Handstand. Bonjour à tous, donc on se retrouve pour faire un interview avec Aloïs. Donc pour ceux qui ne savent pas, on habitait trop loin, donc j'ai pas pu aller le voir, c'est dommage parce que j'aime bien rencontrer les athlètes, mais du coup on a décidé de faire ce podcast en interview, donc merci Aloïs d'avoir accepté. Merci à toi. Donc pour la première question, je vais te laisser te présenter, donc te raconter un petit peu ton parcours, donc tes études, jusqu'à ton travail, ce que tu fais maintenant, et depuis combien de temps tu as commencé le calisthenics. Très bien, alors je m'appelle Aloïs, j'ai 23 ans, j'habite à Nice dans le sud de la France. C'est là où j'étudie et je travaille dans le domaine des sciences de l'information et de la communication, donc à l'université. J'ai commencé le street workout il y a plus de 10 ans, bientôt 11 ans maintenant, en 2013 alors que j'étais encore au collège. Je suis arrivé à Nice en 2016, et donc c'est pas forcément là où j'ai commencé. À la base je viens du centre de la France, dans une petite ville qui s'appelle Issoudun. Ok, ça marche. Et donc du coup ça fait 10 ans que tu m'as dit que tu faisais du calisthenics, c'est ça? Oui, ça fait plus de 10 ans. 10-11 ans? Oui. Ok, donc à mon avis ça fait... t'as vraiment connu les débuts de ce sport jusqu'à aujourd'hui? Exactement, oui. J'ai vu ce sport grandir, j'ai grandi avec ce sport. Et c'est vrai qu'à l'époque, vraiment, on était vraiment au début à la fois du street workout et du calisthenics dans le monde, mais même en France en fait. J'en ai vu la genèse, vraiment. Du coup, deuxième question, on a parlé à peu près le temps que ça faisait que tu t'entraînais. Depuis, quand je vois les podcasts de d'autres athlètes qui font du calisthenics depuis déjà pas mal de temps, il y en a beaucoup qui disent que au bout de 7, 8, 9, 10 ans, il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils ont commencé en même temps qu'eux, aujourd'hui ne sont plus là et ont arrêté depuis longtemps. Toi, t'es toujours dans ce sport. À ton avis, pourquoi tu continues pendant autant de temps et est-ce que tu l'aimes autant qu'à tes débuts? Alors c'est une question intéressante, justement, c'est vrai qu'au bout d'un moment en fait, où on est dans le calisthenics, on voit des gens qui commencent, qui arrêtent, on voit des générations successives qui se suivent, un peu toujours dans la même logique. Alors pour comprendre pourquoi ça, il faut justement comprendre cette logique, il faut comprendre leur pourquoi, voilà. Il faut comprendre leur pourquoi les gens font du calisthenics, la plupart des gens, et pourquoi c'est quelque chose qui périme assez vite, ou même pas forcément assez vite, mais en fait il faut comprendre ce qui les pousse à s'y mettre, c'est ça qui va nous permettre de comprendre pourquoi ils arrêtent. Alors on va prendre un exemple, c'est ça qui va être le plus parlant. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui commence le calisthenics. Alors comment et pourquoi il va commencer? Ça va être quelqu'un en fait qui un jour va voir soit de ses propres yeux, soit sur les réseaux sociaux, quelque chose qui va le marquer. Il va y avoir un déclic qui va dire je veux faire ça. Il veut faire ça en fait. Il voit quelque chose qui a un effet sur lui, un effet réel, qui lui suscite une émotion tellement forte que ça va devenir un objectif, la full planche. Donc alors il va s'entraîner pour... Ça va être son objectif dans le street. Évidemment le street c'est pas que ça. À travers ça il va découvrir d'autres choses. Il va commencer, il va acquérir des skills, mais son objectif ce sera justement ça qu'il aura vu. Ça va être... En fait ça va être une ligne sur un papier qui sera aimanté sur son frigo. Où il y aura marqué mes objectifs 2024 dans le street. Il y aura une petite case avec marqué full planche. Voilà. Il va s'entraîner dur, il va faire des techs, il va faire des advanced tech, il va faire des straddles. Pour qu'un jour il puisse cocher cette case, pour qu'il se sente abouti, pour qu'il ait accompli son objectif. Donc c'est ce qu'il va faire. D'abord il va apprendre les basiques, il va faire un peu de basiques pour développer la force nécessaire. Au bout de quelques mois en fait il va commencer à faire des straddles. Et un jour difficilement il va fermer les jambes en straddle et il va tenir sa première full.
Alors là, il va s'en dire accompli. Il va se dire, c'est bon, j'ai réussi mon objectif. Et alors, il va cocher la petite case sur le papier sur son frigo. Il va prendre son compte Instagram, il va poster justement cette vidéo de cette full planche difficile, qui subit un petit peu, en marquant ma première full planche après 8 mois et 3 jours. Voilà. Objectif atteint dans le street. Mais en réalité, quand il sera ici, il n'aura pas retrouvé la chose qui a eu un effet sur lui la première fois qu'il a vu une full planche. Et alors pourquoi ? Je te pose la question, pourquoi est-ce qu'il n'a pas retrouvé cette chose qui avait eu un effet sur lui ? Pour moi, enfin pour prendre mon propre cas, parce que j'ai l'impression que tu décrivais mon parcours, même si j'ai pris un peu plus de 8 mois. Dans mon cas, en fait, ça prend tellement de... oui, ça prend tellement de temps et de travail que lorsque tu le vois pour la première fois, tu trouves ça tellement beau et incroyable. Et en fait, quand tu passes autant de temps à t'entraîner, enfin, dans mon cas, en tout cas, c'était ça, bah, le mouvement m'a paru... ça m'a paru normal que je le débloque. C'était plus incroyable, mais vu le temps que j'avais passé, bah, pour moi, c'était normal que j'ai cette full planche, quoi. Voilà, alors ta réponse elle est intéressante parce que en fait c'est l'idée en fait que quand on fait l'expérience de ça, quand on vit ça, c'est comme si les rêves en fait ils étaient démystifiés. Les choses qui nous paraissaient magiques, qui nous paraissaient inatteignables, à mesure qu'on s'en rapproche, elles perdent en fait cette magie. Elles deviennent des choses faisables en fait, puis des choses faites. En réalité c'est pas ça. En réalité c'est quelque chose d'autre. Ça, c'est justement le sentiment qu'on peut avoir quand on avance avec cette dynamique dans le street. Et du coup, on se dit, plus j'avance dans le street, plus en fait les choses perdent leur magie. Plus ça devient banal, plus ça devient en fait plus extraordinaire, plus si magique que je le pensais au début. J'étais dans l'erreur. Ça, c'est ce qu'on se dit. En réalité, c'est que c'est pas la full planche que ce personnage de mon exemple a vu, qui a eu un effet sur lui. C'est pas la full planche. C'est quelque chose d'autre. C'est la maîtrise dans la full planche. C'est pas la full planche. Et alors, cette maîtrise-là, il ne l'a pas atteinte une fois qu'il a atteint la full planche. Je vais vous dire, en fait, il y a plus de distance entre partir de nulle part et la figure qu'entre la figure et un stade de maîtrise qui peut justement avoir cet effet magique, peut-être cette aura, comme j'ai vu que tu l'avais suggéré dans la question suivante. Et c'est là en fait où on en revient aussi à la première question, du kalos qui succède au sténos, de la beauté, de la dimension artistique, qui survient après en fait la maîtrise des éléments. Mais en fait c'est que c'est ça qui a un pouvoir communicatif plus que la figure elle-même. Mais c'était un leurre parce que il s'est dit c'est ça que je veux. Il a vu quelque chose qui avait eu un effet sur lui. Mais c'était pas la full planche, non c'était la maîtrise à travers la full planche. Et ça en fait il l'a toujours pas atteint après 8 mois et 3 jours malheureusement. Mais c'est comme c'est quelque chose de difficile à saisir, en fait, bah, on ne le saisit jamais vraiment, et c'est ça en fait qui explique la dynamique des gens qui abandonnent, des personnes en fait qui touchent à tout et qui jamais ne se différencient ou excellent dans un domaine. C'est qu'en fait, c'est l'excellence qui a un effet sur eux, mais ils pensent que c'est juste la simple maîtrise des figures, c'est ça. Alors vous allez me dire... Mais si en fait cette personne-là avait vu une maîtrise dans un autre domaine, si c'était juste la maîtrise qui le poussait à passer à l'action, alors il aurait pu voir de la maîtrise partout. Si on voit, je sais pas moi, du patinage artistique professionnel, on pourrait se dire bah je vais faire ça et c'est le même niveau de maîtrise dans un autre domaine. Mais en fait pas tout à fait. Parce que en fait, la maîtrise dans un domaine particulier produit son propre effet, qui peut parler à une personne ou à une autre. Et c'est la raison pour laquelle un tel va se diriger vers la full planche, un tel va faire du street, ou pas en fait. Quelqu'un va vouloir plus faire du front, ou de handstand, ou je ne sais quoi. Ok. C'est vrai que c'est super intéressant ce que tu dis. En plus, c'est un peu en lien avec la suite de la question que j'allais te poser. Parce que, en fait, là, ce que t'expliques, c'est un peu ce que j'ai ressenti. En fait, au début, quand on veut apprendre un mouvement, c'est souvent quelque chose de, des fois, un petit peu long, selon la difficulté du mouvement, et quelque chose que j'estime maintenant d'un petit peu chiant à faire. Parce qu'en fait, c'est vraiment, tu t'entraînes pour débloquer une figure, et donc tu fais des exercices classiques, tu respectes des temps de récup classiques, etc., pour apprendre ce mouvement. Et
je sais pas toi comment aujourd'hui tu vois ton entraînement, mais moi j'ai l'impression qu'actuellement si je devais réapprendre par exemple la full planche, bah, j'aurais plus du tout aucune motivation pour faire tous ces entraînements. Et que actuellement justement ce qui me plaît, comme tu l'as dit, c'est de maîtriser un mouvement, de pouvoir faire des combos, de pouvoir m'envoler un petit peu en faisant ces mouvements et pas en les apprenant. Et du coup je voulais savoir, toi actuellement à peu près, ce serait quoi ta perception de l'entraînement? Alors c'est très intéressant comme question et je pense justement que ces deux états, celui où tu as dû apprendre avec les exercices, avec des routines d'une manière bête et méchante les skills, et celui où tu les pratiques en fait dans un peu une démarche de recherche et d'expression de la beauté, ce sont deux stades en fait qui sont pas forcément opposables, mais qui constituent vraiment des étapes qui peuvent s'appliquer en fait un peu dans chaque domaine. Alors je vais utiliser un exemple qui est celui du langage par exemple. Est-ce que tu te souviens quand tu étais en CP et que tu as dû apprendre à lire et à écrire? Tu as dû apprendre vraiment d'une manière un peu automatique l'alphabet par cœur. Ensuite, le fait que telle lettre avec telle voyelle ensemble faisait un son, que A et U ça faisait O, qu'il y avait des règles grammaticales. T'étais en fait dans un apprentissage vraiment automatique, qui n'avait pas forcément aucune en fait dimension d'expression, aucune dimension de beauté. C'était juste acquérir les bases qui à la suite peuvent servir pour certaines personnes à s'exprimer. Maintenant en fait si tu veux du français, maintenant si tu veux en fait t'exprimer dans un art qui est propre au langage, dans la littérature, si tu veux faire de la poésie, si tu veux écrire des textes de rap, en fait tu ne peux le faire que si en CP tu as appris les règles de lecture et d'écriture, les règles du français. En fait je pense que ça c'est un petit peu une logique qu'on peut appliquer à chaque domaine, à savoir que l'expression, la recherche du beau dans un domaine qui est je pense toujours possible et présente, il se fait que si on est passé justement par ces phases peut-être difficiles d'apprentissage, de répétition, d'automatisme un peu bête et méchant. Cependant je pense que dans le street workout et le calisthenics, il y a une erreur en fait qui est beaucoup faite, c'est d'appliquer un petit peu trop la logique no pain no gain, la logique de la musculation à ce sport. Et en fait, cette logique-là, c'est tout simplement souffrir le maximum, produire le maximum de souffrance, quitte à faire de cette souffrance un spectacle, parce qu'on sait en fait que ça va nous donner des résultats, des muscles ou un beau corps. Alors qu'en réalité, quand on parle non plus forcément d'exercice pour le calisthenics, mais de pratique, ce qu'on recherche normalement c'est le beau. Et parfois en fait c'est la laideur qui est exposée, c'est la laideur qui est montrée. On va montrer par exemple des holds de full planche où à la fin on galère, où on fait des grimaces, où on tremble, où on chute. On va même montrer les blessures parfois pour en faire un spectacle. Et je pense que c'est un petit peu s'éloigner, ou plutôt ne pas avoir compris que justement ce qu'on recherchait c'était le beau. Et quand en fait l'entraînement, le moment de l'entraînement c'est la phase de construction, de consolidation des figures, des skills. Quand il est fait dans la douleur, dans le sacrifice, dans l'effort, toujours, bah ça produit aussi de la laideur à la fin. Les figures en fait qui sont fabriquées dans la laideur, à la fin cette laideur en fait, elle est présente en elle. Et c'est pourquoi moi je pense que la pratique peut déjà être un accès aux figures les plus compliquées. Je veux dire la pratique des skills qui sont à notre portée. Parfois, c'est une méthode en fait où on va plus arriver à se donner à fond, à développer en fait une capacité à aller dans nos limites, plutôt qu'en fait un sacrifice qu'on s'impose à nous-mêmes. Parce que la laideur ou l'attitude qu'on a envers l'entraînement, si justement c'est toujours un sacrifice, c'est toujours de la douleur, à la fin, il se retranscrit dans le message qu'évoque que dégage, on va dire, notre figure finale, une fois apprise. Ouais, donc là, en gros, t'as super bien résumé, je trouve, le début, justement. Donc c'est vrai que la douleur, si on voit la perception de douleur quand on apprend un mouvement, ça se ressent après dans le mouvement final qu'on débloque. Et c'est vrai que j'avais jamais pensé à ce point-là, mais je trouve ça vraiment super intéressant. Et donc toi, aujourd'hui... Cependant, juste, je voudrais apporter une nuance juste par rapport à ça. C'est que je dis pas que la douleur, elle est pas nécessaire.
En fait, on va passer par la douleur, et on va vraiment passer par la douleur pour apprendre tout. Croyez pas que pour faire une foupe planche sur 2 doigts, on passe pas par la douleur. Même pour les handstands, on passe par la douleur, même pour le dynamique, on se détruit les mains. Mais il y a une différence en fait entre accepter la douleur dans la pudeur et en faire un spectacle. En fait, en faire un spectacle, c'est vouloir dire en fait, je montre ma douleur en fait pour finalement pour avoir de la compassion. Alors qu'en fait, le résultat final, ce qu'on est censé montrer, c'est la beauté de la chose finie. C'est pas en fait la douleur en elle-même, mais la douleur, elle est nécessaire pour apprendre les figures comme dans toute chose et a fortiori dans le calisthenics. Ouais, ok, je vois. Et du coup, actuellement, toi, tu abordes comment tes entraînements, avec quel état d'esprit? Moi, mes entraînements, je dirais qu'ils sont aussi passés dans la pratique plus que dans les exercices. Même si parfois, en fait, pour apprendre des nouvelles choses, je sais que je dois passer justement par l'exercice. Je peux pas encore faire ces figures, donc du coup, je suis obligé de faire des exercices, un peu des routines pour les obtenir. Mais sinon, moi, l'essentiel, en fait, il est dans la pratique, mais dans une pratique, en fait, qui est chaque jour différente, qui est plutôt, en fait, l'expérimentation de l'échec dans la lutte pour qu'il soit plus un échec. C'est-à-dire les essais, les tries, toujours les tries. Les essais jusqu'à ce que j'arrive à chaque fois à faire les figures. C'est ça, mais je pense que vous pouvez comprendre un peu ma manière de m'entraîner à travers mes vidéos. J'ai souvent, justement, moi aussi, fait de ces échecs à répétition un spectacle, en montrant que parfois il fallait tomber 30 fois pour réussir à tenir. Et peut-être aussi que ça, c'est une logique d'entraînement qui est propre aux éléments d'équilibre et de handstand et que ça peut pas s'appliquer au statique, où là, ça semble un peu moins aléatoire. Mais c'est ma méthode d'entraînement. La pratique dans l'échec. Voilà. Ok. Et est-ce que tu es toujours aussi passionné pour aller t'entraîner maintenant que quand tu débutais? Ah oui, ma passion n'a jamais vacillé. Je dirais même qu'elle s'est constamment enrichie. Oui, assurée. J'ai pris de l'assurance de ma passion au fur et à mesure. J'ai jamais eu moins de passion en réalité par rapport au début. Au début, il y a plus la découverte, ensuite il y a plus il y a des dimensions supplémentaires qui viennent s'ajouter et qui enrichissent le pourquoi continuer, pourquoi s'entraîner. Ouais, c'est vrai. Quand on évolue, on voit souvent peut-être d'autres choses. Il y a peut-être d'autres choses qui nous passionnent. Oui. Mais ça nous passionne quand même toujours autant, voire plus, quoi. Ok. Donc, troisième question. Je me posais moi-même cette question-là. Est-ce que tu sais ce qui fait la différence entre un athlète un petit peu lambda, qui s'entraîne un peu comme tout le monde, qui a les mêmes performances que tout le monde, et quelqu'un justement qui se distingue par ses performances, mais aussi par son style, son aura, justement, on en parlait au début du podcast. Qu'est-ce qui pourrait faire cette différence? Alors, c'est une question intéressante et on va y répondre tous les deux. Je vais pas uniquement répondre. Pour qu'on puisse répondre à cette question, il faut que je te demande déjà, est-ce que c'est quelque chose de subjectif, l'aura que tu perçois dans certains contenus, certains athlètes, ou alors c'est un peu universel? Est-ce que tout le monde est d'accord sur le fait qu'un tel athlète a une aura ou pas, déjà? Ok. Je pense que c'est universel dans le sens où en fait il y a des athlètes qui se distinguent et tu peux demander à n'importe quel athlète de calisthenics, on se mettra tous d'accord pour dire que cet athlète-là se démarque par son style et certains par leur performance, mais des fois juste avec leur aura. Par exemple, ils sont pas forcément très performants, mais il y a quelque chose qui dégage d'eux, qui font qu'ils sont puissants. Et après, c'est un peu une perception qu'on voit juste avec les réseaux, parce que les athlètes, on les rencontre pas toujours dans la vraie vie, mais juste avec les réseaux, on arrive à voir un peu leur caractère, s'ils ont l'air plutôt calmes, s'ils ont l'air plutôt agressifs dans leur vie, et ça se perçoit un peu à travers les mouvements qu'ils font. Alors je pense que tu as déjà répondu en grande partie à la question avec cette piste. Effectivement, je pense aussi que l'aura, en fait, c'est juste
la transparence des skills qui a laissé paraître quelque chose de plus personnel de l'athlète. Alors l'aura, c'est un peu un concept un peu flou, et parfois en fait on a une définition de l'aura dans vous savez le mysticisme. Pour dire l'aura, ce serait l'énergie qui a une certaine couleur qu'entourent les personnes. Mais moi je suis pas forcément d'accord avec cette définition de l'aura ou cette conception de l'aura pour parler justement de l'aura des athlètes de street. Alors aura, le mot aura et le mot air, l'air, le vent, en fait ça a une relation étymologique. Les deux ils viennent du mot ore en latin qui désignait justement l'air ou plutôt le mouvement de l'air. En fait avant les gens ils comprenaient pas pourquoi quand on mettait un drap blanc il y avait du vent et ça faisait que le drap se gonfle en fait. Il y a un mouvement en fait qui se perçoit en fait quand il est en confrontation avec la matière, mais que lui-même on ne perçoit pas. Donc ça on va appeler ça l'aura justement, qui n'est pas justement du coup quelque chose de fixe qui entoure les personnes, mais un mouvement. Donc moi l'aura je pense que ça a ce caractère dynamique. Je pense que l'aura c'est un mouvement, c'est quelque chose qui va sortir, qui est invisible on va dire, mais qui va créer un mouvement à partir de quelqu'un pour atteindre un autre. Ça va avoir un effet. Et je pense que cet effet, justement, c'est l'expression plus personnelle qui peut transparaître à travers une maîtrise de figure, une maîtrise de performance, donc une maîtrise du sténos, un sténos qui est dépassé, ou justement, c'est quelque chose c'est un mode d'expression plus personnel qui va jaillir de ça et qui va toucher ceux qui peuvent être sensibles à la personnalité de la personne et surtout ceux qui peuvent être sensibles au langage propre qu'aura donné une maîtrise dans un certain domaine, dans un certain élément. C'est ça l'aura, rien de plus. C'est ce qui sépare justement, dans l'exemple que j'avais pris pour la première question, la figure apprise dans la douleur pour avoir la figure, un qui maîtrise la foule blanche et qui aura eu cet effet justement de faire bouger des générations entières, de faire en sorte que des gens aient envie d'apprendre cette figure-là. L'aura, c'est aussi ce leurre en fait qui fait passer les gens à l'action en ne montrant pas ce qu'elle est, mais en voulant se faire atteindre. Ok. Et est-ce que selon toi, en termes de performance, juste pas en termes d'aura, est-ce qu'un athlète vraiment qui est très performant, il a réussi à se distinguer des autres par sa manière de s'entraîner, par sa génétique ou par d'autres choses? Tu veux dire pourquoi est-ce qu'un athlète est excellent dans un domaine? Est-ce que c'est dû à sa génétique ou à d'autres choses, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est dû à son travail, c'est dû à sa prise de risque, je pense. Dans le sens, le sacrifice qu'il a dû faire et le fait de se lancer corps-âme dans un travail, dans un domaine, sans savoir en fait si ça va porter ses fruits, en disant peut-être que je peux me blesser, mais je vais quand même faire les choses. Et c'est dû aussi peut-être à, je dirais, à une proximité avec le domaine dans lequel il va exceller. Justement, ouais, c'est ça. Tout ça, Okay. ça va être en plus des facteurs physiques et génétiques. Ouais, forcément, ok. Et t'as dit il y a une proximité dans la chose où il allait exceller, c'est ça? Oui, je vais développer un peu là-dessus. Ouais. Tu vois, en fait, je vais encore te poser la question. Tu fais beaucoup de handstand depuis le début, je crois. Ouais. Le domaine du handstand, c'est quelque chose où t'es vraiment allé. Où t'as vraiment essayé en fait de te placer dedans. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, des fois t'as eu des moments où t'en as eu marre de ça, t'as voulu faire autre chose? Bah, en fait, pas vraiment, parce que j'en ai jamais fait beaucoup du handstand. J'ai toujours été concentré justement sur la planche et l'agilité. Et le handstand, ça a toujours été un plus. Et du coup, à chaque fois que j'en fais, j'aime ça. Mais par contre, si vraiment je concentrerais trop mon attention sur ça pour délaisser le reste, eh ben là, je pense que ça me lasserait un petit peu, même si je sais que je serais bon dedans. Voilà, donc on va dire que moyennement ce sentiment de proximité avec ce domaine. Mais je pense en fait que là aussi en fait il y a un sacrifice qui peut être fait. C'est-à-dire d'accepter ce qu'on pense être les limites d'un domaine et l'ennui en fait
qu'on peut avoir dans quelque chose, la répétition, toujours la même chose. Refuser en fait cette soif de nouveauté parfois pour épuiser en fait, pour s'épuiser, épuiser et s'ennuyer dans un domaine au point en fait qu'après ça, il surgira une nouvelle créativité qui provient justement de cet ennui, de ce déjà vu en fait. Et c'est ça que j'appellerais le sentiment de proximité avec un domaine. C'est-à-dire s'abandonner à l'épuisement dedans, pas l'épuisement au sens physique, mais épuiser les ressources, c'est-à-dire prendre tout ce qu'il y a à prendre, quitte à s'y ennuyer en fait, pour ensuite à partir de ça, être obligé de faire jaillir une nouvelle créativité, parce que en fait on se sent noyé. Je sais pas si c'est clair la manière dont... Ouais, je comprends. Donc, en fait, ça arrive souvent que des athlètes commencent à s'ennuyer un petit peu sur un mouvement. Et du coup, toi, tu penses que quand on s'ennuie sur une période suffisamment longue, ça nous permet, à la fin de cette période, de faire éclaircir quelque chose de nouveau et auquel on va plus s'ennuyer. Tu l'as très bien résumé, Ok. c'est exactement ça. En plus, tout nous pousse à passer à autre chose. Parce que quand on fait toujours la même chose et qu'on le montre sur les réseaux sociaux, on commence à avoir des commentaires qui disent tu fais toujours la même chose. On nous dit en fait pourquoi tu fais pas de full planche en fait. Les gens en fait veulent nous rendre moyens en fait. Ils veulent pas, enfin je veux dire, il y a cette pression en fait qui peut venir d'abord de l'ennui qu'on éprouve à rester dans un domaine. Et c'est pas en fait rester dans sa zone de confort, au contraire. La zone de confort, ce serait se conformer à toujours aller chercher l'euphorie des nouvelles choses ailleurs. C'est un sacrifice en fait d'accepter l'ennui dans une chose. Ok. Bah, super réponse, je pense à cette question. Du coup, prochaine question. On a parlé un petit peu des performances, etc. Est-ce que selon toi, du coup, le fait de se concentrer sur un seul mouvement, une seule chose, c'est ce qui va vraiment nous permettre d'exceller quelque part, et en se concentrant sur plein de choses, au contraire, justement, c'est ce qui va nous maintenir dans un état de médiocrité, on peut dire ça. Et après, ça peut être une prochaine question, on peut y répondre en deux temps. Est-ce que selon toi, le mouvement qu'on apprend, on en avait parlé un petit peu avant de tourner ce podcast, le mouvement qu'on apprend est plus simple à apprendre selon notre personnalité? Est-ce que comment on est dans la vie de tous les jours influence la facilité d'un mouvement qu'on va apprendre? Je te coupe quelques secondes, mais si tu es bloqué ou que tu n'arrives pas à bien progresser sur les mouvements d'équilibre, que ce soit du handstand, à ses variations et même au one-arm handstand, et que tu as vraiment envie de les débloquer, de devenir fort dans ces figures, je te propose un appel entièrement gratuit de 30 minutes où je vais t'expliquer comment les mouvements fonctionnent et comment les apprendre. Et on verra si je peux t'aider ou non à les réaliser. Si ça t'intéresse, le lien de l'appel est disponible dans la description, donc je t'invite à réserver ton appel maintenant. Et sur ce, on est reparti. Alors d'abord la première question, je pense que la deuxième sera un peu plus longue à développer. Mais la première question, est-ce que pour maîtriser un mouvement, en fait, il faut justement faire que ce mouvement, se concentrer dessus? Alors, peut-être ça va paraître contradictoire avec ce que j'ai dit avant, mais non. Non, il faut chercher toujours ce qui est plus dur, mais ce qui est plus dur au-dessus de ce mouvement-là. On sait que les mouvements ont un lien de parenté parfois. On sait qu'il y a un lien, par exemple, entre tout bête, entre le Victorian et le front lever. Mais en fait, on peut pas être spécialiste du front lever. La trajectoire de cette vocation, c'est ensuite d'aller chercher plus loin, d'aller vers la Victorian, d'aller ensuite vers d'autres choses encore, d'aller vers des pull-ups, etc. Donc, non, on ne peut pas en fait se cantonner à un mouvement. Il faut comprendre à l'intérieur de quel chemin ce mouvement se trouve. Mais parfois, là aussi, c'est un leurre. Et avoir cette vision-là est fonctionnelle, cette fois-ci, je dirais, plutôt que la vision no pain no gain. Et oui, se dire, je veux me mettre à fond dans juste le front lever, ça va être la condition justement de gravir cette marche pour ensuite redéfinir ses rêves, redéfinir ses objectifs vers ce qui se trouve juste après, qui va être par exemple la Victorian, et ainsi rentrer dans une dynamique inépuisable où on ne se sent pas abouti, comme dans l'exemple que j'avais donné pour la première question, avec la full planche qui, une fois les jambes fermées, on se dit j'ai atteint mon objectif, mais je n'ai pas atteint mon objectif, je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas retrouvé cette
cette chose qui m'avait irradié, qui avait eu un effet sur moi la première fois que je l'ai vu. Parce qu'en fait, c'était pas l'objet en fait dont on avait besoin, c'était l'action. C'était la dynamique, c'était le fait de se lancer vers un chemin. Et parfois en fait, concrétiser des objectifs, ça peut être pour certaines personnes le moteur. Mais les rêves vont changer à mesure qu'on va se rapprocher d'eux. C'est ça que je veux dire. Donc non, se concentrer sur un seul mouvement ne suffit pas, mais ça fonctionne. Ok, et se concentrer pas sur un seul mouvement, mais sur toutes les variantes de ce mouvement, par exemple que sur la tirée, que sur l'équilibre ou que sur la poussée. Est-ce que tu penses que c'est le seul chemin vers l'excellence, ou se concentrer par exemple sur la poussée et sur le tiré peut quand même mener vers l'excellence dans les deux domaines? Je pense qu'on peut appliquer ce travail pour plusieurs choses simultanément. Mais il faudra comprendre quand même que les catégories ont parfois des logiques différentes. Par ailleurs, je pense aussi que se concentrer sur toutes les variantes d'un mouvement, en se disant, bon, si je veux être un athlète de poussée complet, il faut que j'ai des push-ups, des presses, des one-arm planches par exemple, c'est pas forcément une logique qui nous sera favorable par la suite. Il peut y avoir des variations de mouvements dans lesquelles on se refuse en se disant, je ressens pas justement de sensibilité par rapport à ça. Mais ça peut quand même être une logique qui fonctionne, je pense, pas forcément en fait de se dédier aux variantes, mais au moins de les explorer. Parce que parfois, juste d'un point de vue strictement méthodologique, on pourrait dire pour l'entraînement, il peut y avoir des répercussions positives. Le fait de faire plein de variantes, par exemple de handstand au début, à deux bras, je veux dire. Moi, c'est ce que j'ai fait. Le fait d'apprendre toutes les variantes de handstand à deux bras, ensuite, c'est ce qui nous conduit logiquement vers le one-arm handstand. Donc c'est quelque chose qui est bénéfique pour nous, mais sans forcément en fait s'y dédier, juste dans l'exploration. Ok, je vois. Donc juste avant le podcast, on avait parlé déjà un petit peu, et t'avais déjà fait un mini podcast où t'avais parlé en gros de la personnalité des personnes en équilibre. Et du coup je voulais peut-être qu'on rentre un peu plus en détail dans cette question sur est-ce que tu penses que la personnalité d'un athlète va lui permettre d'apprendre plus facilement un mouvement, et est-ce que les personnes qui excellent dans un mouvement ont une personnalité ou un caractère bien précis? Alors, question intéressante. D'abord, je pense qu'on sait tous maintenant, qu'on s'en est tous rendu compte, qu'il y avait des gens qui avaient une prédisposition physique pour un mouvement en fait. Pour le front, pour la planche, etc. Donc, une manière en fait de le révéler tout simplement, c'est les frères. À chaque fois, on a tous connu quelqu'un qui avait, par exemple, un frère qui a commencé le calisthenics un petit peu après lui. Par exemple, Eric Ortiz, qui avait son frère Wanderers, qui a commencé plusieurs années avec lui le calisthenics, et qui avait peut-être les mêmes points forts de départ, c'est-à-dire la foule. Ils avaient tous les deux une très belle foule assez vite. Comme en fait ils ont une proximité génétique, on sait en fait qu'il y a certaines personnes qui ont des facilités pour tel ou tel mouvement. Encore un autre exemple, si on prend par exemple un groupe d'amis qui vont commencer le street en même temps, qui vont s'entraîner ensemble dans le même parc, quasiment avec autant de volume chacun, il y en a qui auront le front avant la planche, il y en a qui auront la planche avant le front, il y en a qui seront un peu bons partout, il y en a qui vont progresser lentement au début et vite à la fin, il y en a qui vont progresser vite au début et ensuite qui vont stagner, il y en a qui vont plus facilement se blesser et d'autres non. Donc ça on le sait, et ça c'est ce qui relève des prédispositions, c'est-à-dire que le physique ça donne des prédispositions. Alors le psychologique, est-ce que ça donne des prédispositions? En fait, je pense que le physique, ça donne pas des prédispositions, mais plutôt des préférences, qui est tout de même quelque chose d'important. On connaît tous justement des gens qui ont une prédisposition physique, par exemple pour le front, mais qui ont envie de faire de la planche, et qui du coup travaillent 3 fois plus, pour parfois moins de résultats que ce qu'ils auraient eu dans le front, qu'est leur prédisposition. Et ça même, on peut l'appliquer pas à une catégorie de skills, mais au street workout en général. Il y a des gens en fait qui ont
un amour, une préférence en fait, un attrait pour le street workout alors qu'ils sont grands, alors que peut-être qu'ils auraient été meilleurs au basket. Et c'est là en fait qu'intervient la dimension psychologique, et ça m'intéresse vraiment en fait, ça m'a intéressé, je me suis demandé qu'est-ce qu'il y a en fait dans le street qui parle parfois aux gens, qui fait que on a envie de s'y mettre. Alors là, je vais d'abord parler du street en général. Je me suis demandé c'était quoi en fait l'esprit du street, c'était quoi l'objectif, enfin le pourquoi. Par exemple, le foot, l'objectif c'est de marquer des buts. C'est de marquer des buts dans le goal du camp adverse. Le street workout, c'est vrai, c'est le kalos, c'est le sténos. Ça, c'est plutôt les modes, mais au fond, peut-être que ça fait un peu une phrase à 2 francs qu'on retrouve dans les trucs de motivation. Mais le street, c'est défier la gravité, c'est ça. L'esprit du street, chaque chose du street peut se retrouver là-dedans. Défier la gravité, soit avec de la force, soit avec l'agilité en fait, soit en fait en utilisant sa force pour flotter au-dessus du sol, pour voler comme un oiseau, soit en faisant 2 ou 3 tours sur soi-même et de rattraper la barre, c'est-à-dire en faisant des 720 ou des 1080. Dans tous les cas, le street, c'est défier la gravité, c'est se placer face à la force qui nous dépasse tous, qu'on ne peut pas dépasser en fait à part si on va dans l'espace, et en fait rechercher une liberté, rechercher justement à défier cette gravité, à s'en extraire, justement en développant des capacités physiques. Et au-delà de ça, à le faire dans la beauté, dans l'élégance, presque avec insolence. Je pense que l'esprit du street, c'est une certaine insolence par rapport justement à la gravité. Et alors la psychologie des skills, là où ça intervient, c'est qu'il y a plusieurs manières justement de défier cette gravité. Par exemple, dans la planche, ça va être une manière frontale. Ça va être une manière où on va dominer une tension. C'est-à-dire qu'on va devenir très très fort dans les biceps et dans les épaules pour être capable en fait de poser ses mains sur le sol et de s'aligner avec justement cette gravité en la regardant dans les yeux et en volant par-dessus elle. Le front, c'est différent. Ça va être justement un rapport non pas par rapport au sol, non pas par rapport à la terre, mais par rapport au ciel. C'est-à-dire on va se rapprocher justement de quelque chose de haut en ramenant vers soi. On va tourner le dos justement à la gravité, on va tourner le dos au ciel. Je suis pas spécialiste de la planche ni du front, donc je peux pas forcément parler de ces figures-là. Mais pour ce qui est de l'équilibre de la partie one arm handstand, voilà comment en fait je vois les choses. En fait, le one arm handstand, c'est de la poussée, ça fait partie de la poussée. C'est-à-dire que c'est un rapport frontal par rapport au sol, par rapport à la terre, par rapport à la gravité. Mais c'est pas tout à fait le même rapport frontal que dans la planche. Dans la planche, en fait, on s'aligne. On est parallèle, justement, à cette terre. Dans le one arm handstand, on est perpendiculaire, c'est-à-dire vraiment on fait face dans l'opposition. Et on cherche à s'en éloigner le plus loin possible. On cherche pas en fait à dominer une tension, mais en restant un peu proche du sol, comme dans la planche ou même de la maltaise, où on est à ras du sol, mais on n'est quand même pas en contact avec le sol. Ici, en fait, on a le moins de points de contact possible avec le sol. On a juste une paume de main. Et on regarde le sol. On fait face d'une manière perpendiculaire. En fait, on utilise des luttes pour maintenir justement un état d'équilibre par rapport à la chute. L'équilibre, c'est un refus de la chute. C'est une lutte constante contre justement la chute pour rester en fait dans un domaine qui n'appartient qu'à nous et qui est en dehors justement de ces lois de la gravité de Newton. L'équilibre en fait, c'est tout simplement se maintenir loin du sol, mais pas d'une manière acrobatique aérienne comme dans du parcours de l'agilité, mais d'une manière contrôlée, et de refuser la chute, de rester le plus longtemps possible en regardant la gravité dans les yeux, en lui disant « je te défie ». C'est ça l'attitude en fait du handstand. C'est une lutte, un défi par rapport à la gravité. Et c'est là en fait où je réfuterais ceux qui diraient que le handstand c'est pour les personnes calmes et que c'est l'univers des gens équilibrés mentalement qui écouteraient des musiques de yoga, des musiques de la pluie, des musiques de piano, des musiques douces, de l'ASMR. Pas du tout en réalité. Puisque c'est un combat intérieur constant justement pour rester en dehors justement du contact avec le sol. C'est la répulsion ultime.
c'est le refus. C'est un refus, le One Arm Handstand. Et parfois, en fait, c'est vrai que ça peut donner cet aspect-là de paix intérieure, puisque la domination de cette tension passe justement par un contrôle tel qu'il ne veut pas se faire dans une attitude fougueuse et incontrôlée. Mais fondamentalement, ontologiquement, en fait, on pourrait dire, on n'est pas dans une harmonie justement avec ce qui nous entoure. On est plutôt dans une démarche où on recherche à s'en extraire, la liberté ultime. Alors c'est vrai que dans le yoga et tout, en fait, ils utilisent un état d'esprit de paix et on voit qu'ils se retrouvent dans des postures d'équilibre. Mais en réalité, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt se placer dans une posture inconfortable pour apprendre à solliciter cet état de paix intérieur qu'est justement l'objectif du yoga ou de disciplines comme ça. Mais c'est pas quelque chose qui est lié à la nature du mouvement. C'est pas quelque chose qui est lié à la signification en fait du skill. Donc, en fait, en décrivant comment le mouvement fonctionne réellement par rapport justement au fait de défier la gravité, ça fait ressortir quelque part la façon dont l'athlète voit les choses et se comporte à travers la vie en général. S'il a plus envie justement de pousser la vie, de tirer vers lui, etc. Et c'était intéressant parce que justement on parlait aussi en équilibre, ce sont des personnes plutôt calmes, posées, etc. qui sont équilibrées dans leur tête. Et justement toi tu défendais l'idée inverse, que c'était pas le cas. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en fait quand on regarde vraiment comment le mouvement fonctionne, on se rend compte que c'est pas cette personnalité-là qui en ressort en fait. Et c'est plus quelqu'un, comme tu disais, qui essaye de lutter contre la vie pour essayer de tenir dans cette position en fait. Alors deux choses, d'abord en fait, c'est pas forcément... je vais pas forcément être dans essayer de faire du symbolisme extrême en disant les fronteux sont des gens spirituels parce qu'ils se rapprochent du ciel, les plancheux sont des gens agressifs parce qu'ils refusent parce qu'ils font face à la terre. Non, c'est pas ça, mais juste en fait physiquement, un mouvement c'est un rapport au monde. C'est ça en fait que je veux dire tout simplement. Après, chacun peut-être l'expérimente personnellement, mais je pense quand même qu'il y a des récurrences dans justement la préférence qu'on a pour avoir ce rapport au monde qui est, à mon sens, dans le calisthenics, toujours dans une idée en fait de défier la gravité. Le calisthenics, c'est juste l'insolence vis-à-vis de quelque chose qui nous dépasse tous, qui est la gravité en fait, qui est pas en fait l'équipe adverse, qui est pas quelqu'un d'autre. En fait, c'est pas, on n'est pas dans un sport de combat. On est dans nous simplement en fait. On va essayer de faire un doigt d'honneur à Newton. Peut-être c'est grossièrement dit, mais c'est un peu comme la manière la plus proche que j'ai trouvé pour illustrer l'essence du calisthenics, qui est en fait un rapport au monde. Et chaque figure en fait c'est un rapport au monde différent, mais pas sur le plan psychologique, juste sur le plan physique. Une full planche c'est un rapport au monde différent d'un one arm handstand, qui est un rapport au monde différent d'un 720, qui est un rapport différent au monde différent d'un front lever. Ensuite, pour ce qui est du one arm handstand, ce que je défends en fait, c'est pas une généralité. Peut-être que justement on peut avoir le même mouvement avec un rapport au monde différent, mais c'est juste que je parle de ce que je ressens tout simplement. Moi je suis jamais dans un état de paix intérieure quand je pratique le one arm handstand. Donc à mon sens ça invalide le fait qu'on puisse généraliser que toutes les personnes qui font de l'équilibre sont des gens en paix et sont des gens équilibrés, parce que pour moi c'est pas mon cas en fait. L'attitude dans laquelle je suis quand je fais des one arm handstand, c'est celle que j'ai décrite pour ça. Mais peut-être que c'est quelque chose qui est personnel. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent faire écho à vous si vous pratiquez le one arm handstand par exemple. Ok, ouais, c'est intéressant. Donc en fait, pour reprendre ce que tu disais au début, dans la globalité, enfin tout le monde, même peu importe ce qu'on fait dans le calisthenics, on lutte contre la gravité, quoi qu'il arrive. Et après, selon le mouvement, c'est vrai qu'il faut pas non plus faire une généralité. Et les personnes qui font du front ou de l'équilibre ne sont pas forcément ce type de personnes-là. Et c'est vrai que ce qu'on voit parfois n'est pas forcément la réalité. Par exemple, quand on voit quelqu'un qui fait de l'équilibre, ça paraît calme et ça paraît justement qu'il a une paix intérieure en lui. Et comme tu le dis, c'est pas forcément le cas.
Alors qu'il y a un énorme combat intérieur, en fait, il est toujours en train de s'ajuster, de lutter. Il est en train de tomber, en fait, et il se remet. Toujours. Pendant un hold de 1 minute de one arm handstand, il y a 1500 mouvements de réajustement. Il y a une grande concentration, en fait. Oui. Et ça, c'est vrai, en fait. C'est quelque chose qui nécessite de la concentration. Ça, ce n'est pas un mythe. Mais c'est pas quelque chose, en fait, qui nécessite un arrêt, en fait. Parce que même, en fait, ça, ce qui est problématique avec cette vision des choses, c'est qu'ensuite, ça crée des gens, en fait, qui vont chercher le point d'équilibre. Qui vont penser, en fait, que pour tenir un one arm handstand, il faut faire l'appel le plus possible et devenir immobile, alors que le sang circule toujours, alors qu'on respire encore, et qu'il faut juste essayer de trouver un endroit et que, hop, ça ne va plus bouger. C'est tout l'inverse. L'équilibre, c'est quelque chose qu'on crée, c'est pas quelque chose qu'on trouve. Et c'est quelque chose qu'on crée justement par la lutte intérieure, par la concentration dans la lutte de tous les ajustements possibles contre les chutes. C'est pas quelque chose qu'on trouve et qu'on fiche justement par la survenue de l'état de paix intérieur, d'ataraxie, pour utiliser un mot un peu plus précis, d'expérience mystique. Ça n'a rien à voir. C'est un rapport au monde dans le contrôle, la concentration et la lutte. C'est vrai que, en plus, ce que tu dis, ça matche parfaitement avec ce que j'essaye d'expliquer aux personnes. Parce que la plupart du temps, quand j'accompagne des personnes justement pour débloquer ce one arm handstand, la plupart essayent vraiment d'être dans cette position qui est parfaite, de lâcher leurs mains, et après, une fois qu'ils lâchent leurs mains, ils ne bougent plus, et ils espèrent tenir dans cette position. En fait, je leur explique toujours, après qu'ils ont compris comment bien se décaler, etc., qu'au lieu de lâcher sa main, il vaut mieux s'entraîner à bouger ses jambes, à passer en flag, à faire des variations, etc. Parce que comme ça, tu vas d'une part t'apprendre à te rééquilibrer avec, par exemple, ton doigt qui t'aide quand même à tenir. Et comme ça, quand tu vas lâcher ta main, eh ben, tu sauras déjà comment ça fonctionne pour se rééquilibrer. Et tu vas pas chercher une position fixe, puisqu'elle n'existe pas réellement. Et tu comprendras déjà comment faire pour essayer de te rééquilibrer, parce que tu vas forcément bouger d'un côté ou de l'autre. Oui, c'est ça en fait. Et aussi, tu as parlé de la concentration, paradoxal. et je pense que c'est aussi super intéressant. Oui. Parce que c'est vrai que des fois, on peut mêler la concentration avec le calme, l'équilibre, etc. Et c'est vrai que c'est quand même deux choses qui sont globalement différentes, parce que tu peux être très concentré et être à la fois agité un petit peu dans ta vie de tous les jours, mais prendre un temps pour être concentré. Il y a des fois où j'essaye d'apprendre un mouvement, par exemple je suis en position debout et j'essaye de sauter sur une main en full touch, et genre c'est un mouvement, tu dois répéter pour réussir à le faire. Et j'ai remarqué qu'en fait, les fois où je prenais par exemple 3 minutes, où je faisais plein d'essais en boucle jusqu'à réussir, et bien en fait j'y arrivais jamais pendant ces 3 minutes là. Et par contre je prenais une pause de 5 minutes, je me reconcentrais, etc. Et en faisant juste un essai, en prenant vraiment le temps de me concentrer, et ben c'est cet essai là, toujours le premier, où j'arrivais à tenir. Et c'est jamais à force de répéter que j'y arrivais, mais c'était vraiment quand je prenais le temps de me concentrer, une bonne pause, et que je faisais un seul essai, que j'arrivais à tenir. Et du coup ça correspond vraiment bien au fait d'être très concentré quand tu fais de l'équilibre. C'est vrai, la concentration c'est un paramètre très important pour progresser. Et même non, je dirais la concentration, la manière d'être à l'écoute pendant les échecs, c'est ça qui nous apprend. L'équilibre en fait va nous apprendre à travers ces chutes, physiquement en fait, la capacité justement à retenir ces chutes et à se rééquilibrer. Aussi psychologiquement les détails posturaux, on pourrait dire, qui ne fonctionnent pas. Et du coup ceux qui fonctionnent parfois par élimination et par essai-erreur. Donc je suis vraiment d'accord avec cette manière d'appréhender l'équilibre. Alors en fait la différence qu'il y a entre les éléments de statique pure, comme par exemple la foule et l'équilibre, parce que on pourrait se dire dans les deux cas en fait on a un rapport frontal à la gravité. Dans les deux cas on utilise sa force en fait, et on est dans une lutte justement pour lutter contre la chute. C'est qu'en fait la force qu'il y a dans le handstand, elle est ce qu'on pourrait appeler latente. C'est-à-dire elle n'est pas forcément concentrée en fait dans un axe précis, mais elle entoure les possibilités de chute, et elle intervient justement à chaque fois qu'il y a une perturbation. Mais
l'équilibre en réalité c'est pas quelque chose où il n'y a pas de force. Un équilibre, pour qu'il tienne, en fait, c'est comme un fil. Le fil là, si je le tends comme ça, on dirait qu'il bouge pas, on dirait qu'il n'y a pas de force. Sauf que pour qu'il soit tendu, il faut que j'exerce une force pour le tendre justement. J'aurais plutôt dû prendre un exemple vertical. Pour que le fil soit tendu, il faut que je fasse un mouvement d'extension comme ça, avec les deux mains. Donc il y a une force qui est en exercice à l'intérieur de ce fil là. Pourtant, vu de l'extérieur, on pourrait dire non, il n'y a aucune force, il est juste comme ça, droit, c'est sa nature. Mais non, en fait, on exerce sans cesse des forces dans les segments de notre corps pour justement créer une posture où l'exercice de cette force, en fait, maintient cette posture-là. Et par ailleurs, il y a aussi une force latente, justement, qui est celle qui va intervenir pour recréer cette position-là. C'est ça qui est différent entre l'équilibre et les mouvements de statique pure, où la tension en fait est beaucoup plus visible vue de l'extérieur. Ouais, c'est vrai. Et ouais, c'est exactement ça. En équilibre, en fait, on est constamment en train de forcer, mais pas de manière aussi intense que sur un mouvement de statique. Et c'est ce qui nous permet réellement de tenir. C'est ça, en fait, on est en train de se grandir, d'une part, et d'autre part, quand ça bouge, en fait, on se remet, on se replace au centre justement de cette zone d'équilibre et non pas du point d'équilibre. Oui. En fait, moi j'ai toujours supposé qu'il existait un point d'équilibre parfait où on avait besoin de rien faire. Et en fait, je pense que ce point, il existe, mais à 1 millimètre près, où vraiment, quand tu es dans cette position-là, tu peux ne plus du tout bouger et tenir. Mais je pense qu'il est humainement presque pas atteignable, si ce n'est 1 seconde maximum, quoi. Et en fait, quand tu es en équilibre, tu dois constamment rechercher ce point-là qui existe, je pense, mais presque pas tellement qu'il est petit, quoi. C'est vrai en fait qu'il existe, mais là où les gens font une erreur, c'est que il existe pour les objets, il existe pour des pierres, il existe pour des choses inertes. Et nous ne sommes pas inertes, nous sommes par nature en mouvement. Même si là j'arrête de bouger, je vais respirer, mon sang va circuler. Donc je suis en mouvement. Donc en fait, pour qu'un objet en mouvement soit en équilibre, il faut qu'il crée lui-même ce mouvement de réajustement. Et c'est pour ça que l'équilibre c'est une chose mentale qui doit être conscientisée. Je ne sais pas si vous avez vu en fait au zoo ou dans des vidéos sur YouTube ou sur TikTok des otaries qui dans des spectacles en fait doivent faire tenir un objet sur leur nez. Comme là j'ai pas d'objet, mais elles doivent faire tenir un ballon en fait sur leur nez. Et à chaque fois en fait elles font des mouvements comme ça pour que le ballon reste au centre. Ouais, Et il y a que comme ça en fait que ces otaries peuvent donner l'illusion de l'équilibre. Mais en réalité en fait elles annulent le mouvement en créant un mouvement de rééquilibrage face au déséquilibrage. Elles sont dans une réactivité immédiate en fait au mouvement. Et nous en fait c'est ça. Et effectivement il existe un point théorique d'équilibre peut-être par lequel on va passer, mais en étant justement en capacité en one arm handstand de se réajuster à des endroits difficiles, c'est pas un point, c'est une zone d'équilibre qu'on conquiert, voilà, qu'on fait grandir justement en gagnant en force et en réflexe. Ok, ouais, je comprends totalement le... C'est vrai que le point d'équilibre n'existe pas réellement et qu'on doit toujours se rééquilibrer pour tenir. C'est totalement ça en fait l'équilibre. Ouais. Donc c'est un mouvement de lutte. C'est pour ça que c'est comme ça que je justifie mon point de vue, quoi. Donc là on a parlé pas mal sur ton point de vue, sur les choses, etc. Et maintenant je voudrais savoir actuellement quels sont tes objectifs dans le sport ou même dans la vie en général. Je pense pas que j'ai vraiment d'objectif qui soit différent de la voie sur laquelle je suis actuellement. Simplement de continuer, de conquérir de nouvelles choses, d'être capable d'inspirer les gens, de créer de la beauté et de la performance aussi dans mon domaine, qui est l'équilibre, le handstand. Voilà, tout simplement. Ok. Réponse courte. Ok. Et est-ce que il y a encore des choses qui t'inspirent actuellement? Parce que je sais que quand on débute, on est souvent inspiré par des athlètes ou des performances. Et quand on atteint un haut niveau, on a tendance peut-être à moins trouver une source d'inspiration. C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu peux par exemple prendre ton exemple personnel
pour me dire, par exemple, qui t'a inspiré, qui t'inspire encore actuellement, est-ce que moins de personnes t'inspirent maintenant? Comment ça se passe par exemple pour toi? Bah, dans mon cas, quand j'ai commencé, j'étais vachement inspiré par, d'une part, l'agilité. Je trouvais ça vraiment impressionnant et je voulais faire la même chose. Et d'une autre part, par la force en elle-même, l'équilibre, la planche. Jamais trop par le front, mais la planche et l'équilibre, ça m'a toujours, pareil, passionné par la maîtrise vraiment parfaite du corps dans l'espace. C'est pas vraiment une personne plus qui m'a motivé, mais vraiment des mouvements. Et après, une fois que j'ai débloqué les mouvements d'équilibre, d'agilité, pardon, bah j'ai été moins impressionné parce que c'est un peu ce qu'on disait au début. Une fois qu'on les atteint, c'est plus le même rêve. Et en force, équilibre, pareil, maintenant que j'ai un niveau, bon, je suis loin d'être très fort encore, mais j'ai un niveau qui me convient, qui me plaît. Et maintenant ce qui me motive vraiment, c'est d'exceller dans ça en fait. C'est plus quelqu'un qui va me motiver. Et du coup aujourd'hui, ce qui m'inspire, c'est plus le niveau que je peux atteindre, plus qu'une personne, plus qu'une personne tout simplement. Moi je pense en fait que autant lorsqu'on est débutant que lorsqu'on est moins débutant, il y a toujours en fait une médiation, il y a toujours un mouvement qui passe soit de quelqu'un qui nous inspire à nous et qui ensuite nous fait passer à l'action, et qui, une fois en fait, ce qu'on recherche, une fois qu'on passe à l'action justement et qu'on progresse, c'est d'avoir la même capacité que cette personne qui nous avait inspiré à vendre du rêve, à produire du beau, à créer des émotions, à créer de la motivation, à inspirer les autres. Donc on est, je pense, dans un échange de recevoir et donner dans la dynamique de progression. Enfin, qu'on en ait conscience ou pas, parce que parfois en fait on peut se dire non, ce que je veux c'est juste la full planche, ce que je veux c'est juste une médaille dans une compétition, c'est de la reconnaissance sociale, c'est de la reconnaissance, etc. Mais le rapport le plus pur qu'on puisse avoir avec notre sport, je pense, c'est cette relation d'échange. Et en cela, je pense qu'on peut trouver de l'inspiration dans les gens, les débutants en fait, les gens qui sont même moins fortes que nous, en se disant non seulement en fait j'arrive à voir que cette personne a une énergie que j'avais au départ aussi, je me reconnais à travers elle, et par ailleurs moi avec ce que je peux donner, avec ce que je peux montrer, avec l'inspiration que je peux créer, je peux également lui donner cette énergie qui va devenir circulaire et ainsi contribuer à un mouvement qui peut-être même me dépassera en fait. Moi en fait je peux trouver de l'inspiration dans un débutant, dans le sens où je sais que cette personne pourra continuer à conquérir de nouvelles choses après moi par exemple. Et que moi en fait en conquérant de nouvelles choses, je vais un peu ouvrir la porte, améliorer plutôt agrandir ce qui pour lui va lui paraître possible, créer de nouveaux rêves, voilà. Et moi-même, j'ai parcouru plusieurs fois la distance qui séparait mes rêves et l'endroit où j'étais lorsque je les ai produits. Donc c'est cette trajectoire, en fait, tout simplement, qui relève pas forcément de la motivation, mais juste d'un phénomène dans lequel on s'inscrit et auquel on participe. Ok. Donc toi, actuellement, t'es plus dans une phase de faire évoluer quelque chose pour permettre à ceux qui débutent de recevoir la chose que tu as créée, d'être plus inspiré, etc. Plus que toi qui recherches à être inspiré par d'autres personnes ou quoi. T'as déjà été inspiré à tes débuts et maintenant c'est toi qui recherches à inspirer les autres. Bon, en fait, ça, c'était pas c'est peut-être que j'ai répondu un peu à côté de la question. C'était pas forcément ma motivation, ça. C'est plus quelque chose où je constate un processus que je constate, voilà. Mais sinon, ma motivation, moi, c'est simplement la motivation du conquérant, c'est la motivation de la conquête de nouvelles choses, tout simplement. Comme des explorateurs au Moyen-Âge. Pourquoi est-ce que, je sais pas, Christophe Colomb prend un bateau et traverse l'océan alors qu'il va peut-être mourir? C'est la soif de conquête, tout simplement. C'est ça, moi, qui me fait passer à l'action. Sauf que la conquête, c'est vrai que c'est intéressant. Et c'est vrai que c'est la chose de base qui devrait nous motiver. Ouais. Ok, bah écoute, merci beaucoup à Louis pour ce podcast. J'ai vraiment trouvé ça très intéressant.
on a abordé des points qui sont très peu abordés dans le calisthenics. Donc merci d'avoir pris ce temps pour partager ton expérience et ton savoir. Merci à tous ceux qui nous auront écoutés jusque-là et merci Simon pour de m'avoir donné la parole et d'avoir permis que je donne mon point de vue à travers cette question très intéressante. Pas de soucis. Davai. Davai.